Bonjour à tous et bienvenue à cet audio, ce podcast dédié à la blessure d'humiliation, troisième des 5 blessures selon le formidable travail de Lise Bourbeau. Alors cette blessure d'humiliation, ça fait un petit moment que je tente de l'enregistrer, mais je trouve pas le bon moment, je trouve pas le bon créneau. Et il se trouve qu'il y a 2-3 jours, je suis allée visiter un camp de concentration. Et il n'y a pas d'hasard, hein. Le mot hasard ne fait plus partie de mon vocabulaire, mais quand vous visitez un lieu empreint de tellement de mémoire, d'humiliation, de rabaissement, de traitement de l'être humain qui n'a plus rien d'humain dans la manière dont il a été traité, ça met en lumière toutes ces mémoires de guerre que j'ai longuement travaillées en séance, et où cette blessure d'humiliation reliée à la honte est fortement, fortement présente. Je suis originaire des cantons de l'Est, cette petite partie de pays de la Belgique qui a un passé assez extraordinaire, lourd de conséquences. Cette région, jusqu'à la fin de la Première Guerre mondiale, était allemande. Ensuite, au traité de Versailles, on saucissonne cette partie et on l'annexe à la Belgique en compensation de guerre. Une génération se passe, Deuxième Guerre mondiale, que fait Hitler ? Il récupère ce territoire et il le réannexe à l'Allemagne. Dans cette région, il y a toute une série de jeunes hommes qui vont être enrôlés de force sous l'uniforme allemand, et ces jeunes hommes vont aller combattre, notamment sur le front russe, mais aussi partout dans d'autres zones d'Europe, sous l'uniforme allemand dans la Wehrmacht. Alors, dans cette région, il y a évidemment toute une série de familles qui étaient encore très fortement rattachées à l'Allemagne, qui est leur patrie d'origine, donc ce n'était pas forcément un problème, et ça c'est important de le comprendre sans jugement. Mais il y avait aussi beaucoup de familles qui étaient bien intégrées dans cette Belgique, leur nouvelle patrie, et pour qui cette décision militaire et politique était un déchirement intérieur absolument abyssal. La guerre se termine, bien évidemment il y a un vainqueur et un vaincu. Seul 1/3 de ces jeunes hommes reviendront vivants de la guerre, et non seulement ils sont traumatisés de ce qu'ils auront pu vivre, mais après avoir passé un long moment dans des prisons tout au sein de toute l'Europe, lorsqu'ils reviendront dans les régions, ils vont se faire tabasser et humilier avant de pouvoir rentrer chez eux. Parce qu'on va les juger sur un choix qui n'a pas été vraiment le leur, suite à des décisions qui ont été prises par des autorités. Mais l'humain n'a pas beaucoup de jugeote, hein. Il juge, il critique, mais il n'analyse pas, il ne comprend pas, il n'essaye pas de comprendre. Pour beaucoup de ces jeunes, s'ils ne choisissaient de ne pas être dans l'armée, soit on fusillait la famille, soit on les envoyait dans des camps de concentration. Il y a d'ailleurs beaucoup de traces d'objecteurs de conscience dans les camps de concentration où ils seront fusillés ou gazés pour la plupart. Et pourquoi je vous parle de ça ? Parce que j'ai fait mes armes, sans jeu de mots, mais c'est vraiment ça. Lorsque je me suis formée en constellation, c'était principalement dans cette région d'origine et où ça a été travaillé maintes et maintes fois. Et aujourd'hui encore, dans toutes ces familles qui habitent cette région, il y a des conflits qui persistent et entre des familles de plusieurs villages dont les descendants aujourd'hui ignorent l'origine exacte, mais notamment le positionnement des choix qui ont été faits par les grands-parents ou les arrière-grands-parents durant cette période de guerre, va conditionner ces conflits qui sont toujours présents, et notamment ces mémoires de honte et d'humiliation qui sont liées à cette particularité de la région. Les mémoires de guerre de manière très large, et ce camp de concentration nous rappelle à quel point il y a de l'humiliation présente en temps de guerre, où on traite l'humain moins bien qu'un animal. On a pu voir et entendre des choses qui sont absolument terribles, mais ces mémoires sont toujours présentes. Même si un ancêtre a vécu des choses absolument terribles en temps de guerre, en tant que descendant, vous portez ces mémoires. Et c'est toujours intéressant de connaître, c'est pour ça que j'insiste beaucoup dans ces podcasts sur la transmission, la communication,
parler, expliquer, exprimer, même des vérités qui font mal, parce que tout ce qui est dit et qui est expliqué permet de lâcher et de comprendre une grande partie de son histoire, de son passé, que nous portons tous à l'intérieur de nous. Évidemment, la blessure d'humiliation, c'est bien plus que des mémoires de guerre, et je vais y revenir, mais c'était important pour moi d'introduire cette blessure avec cette particularité spécifique et ce voyage où j'ai pu visiter un camp de concentration, eh bien, ça introduit un petit peu cette thématique d'humiliation qui est vraiment importante. C'est la seule des 5 blessures que Lise Bourbeau considère ne pas être présente chez chacun d'entre nous. Donc je rappelle que le rejet, l'abandon, la trahison et l'injustice, nous les portons tous. Et que nous passons notre vie à les travailler. Certaines vont s'atténuer au fil des années, et au fur et à mesure qu'on travaille une blessure, d'autres apparaissent parce qu'elles sont cachées par un masque. Et donc, ces 4 blessures, nous les travaillons tout au long de notre vie. L'humiliation, tout le monde ne la porte pas. Mais c'est quand même intéressant de se pencher dessus parce qu'elle est une des plus difficiles à reconnaître. C'est une de celles qui est parfois le plus profondément ancrée dans nos cellules et notre ADN, mais qui est, comme elle est reliée à la honte, elle est particulièrement difficile à mettre en lumière parce que cette honte est tellement vacillée au corps qu'il faut parfois longtemps avant de le reconnaître. Alors, cette blessure, elle s'éveille, elle peut parfois être présente évidemment dans le transgénérationnel ou dans les mémoires de vie précédentes. On peut déjà porter cette blessure qui ne fait que de se réveiller à un moment où on va vivre quelque chose de particulier avec un de nos parents. Alors, dans le cas de la blessure d'humiliation, le réveil se fait entre 1 et 3 ans, avec le parent qui s'est occupé du développement physique. Donc c'est très souvent la mère, mais ça peut très bien ici être aussi le père, ça dépend qui est le plus présent dans l'éducation de l'enfant. C'est une sensation de manque de liberté où on se sent humilié par le contrôle du parent. C'est une blessure d'un enfant qui souffre d'humiliation par rapport à un de ses parents, généralement la mère, mais ça peut être le père aussi, comme je viens de le dire, parce qu'on a eu du plaisir avec ses 5 sens. Alors la sexualité a évidemment un rôle prépondérant dans la blessure d'humiliation, mais pas que, ça peut être aussi par rapport à l'alimentation, ça peut être le plaisir sous toutes ses formes, la liberté qui a été interdite ou brimée. On est dans une attitude répressive, on interdit tout ce qui fait du bien, on est méprisant et on vit de la honte par rapport à ce parent qui nous juge face à une attitude qui semble être vraiment tout à fait inadaptée. Alors humiliation, c'est se sentir abaissé, de se rabaisser ou abaisser quelqu'un d'autre. On se sent moins bien, on se sent honteux. On a cette attitude aussi physique d'un petit peu d'être même physiquement rabaissé, comme si déjà le dos se plie, se courbe. Il n'y a pas une posture digne ni droite. D'ailleurs, le mot dignité est un mot important dans cette blessure. Et quand on a ce travail de blessure d'humiliation à régler durant une vie, c'est pour ça que je parle de réveil et pas d'éveil, parce que c'est souvent quelque chose qui vient de notre passé, eh bien on va s'attirer évidemment des parents qui vont créer et juger et nous humilier d'une manière ou d'une autre, où on va se sentir humilié par rapport à leur jugement. Alors on parle évidemment de la sexualité, parce qu'un enfant peut être surpris à avoir un geste ou un acte que le parent va trouver excessivement dégradant, mais ça peut être aussi lorsqu'il se salit par rapport à une image qu'on veut absolument sauvegarder. L'image est très importante ici, il y a vraiment quelque chose où il faut absolument montrer une image parfaite, et donc tout ce qui ne va pas dans ce sens-là va être teinté de cette honte et de cette humiliation. Un enfant qui fait une bêtise en public, un enfant qui se salit, un enfant qui a un comportement
que le parent va juger comme étant inadaptée peut créer cette blessure d'humiliation. Ce parent qui juge va enfreindre, non pas enfreindre, c'est pas le mot correct, il va plutôt freiner la liberté de cet enfant qui est dans la découverte de lui-même, la découverte du monde, et il va se sentir brimé, interdit par un parent qui est assez castrateur dans ce cas-ci. Et ça crée le masque de masochiste parce qu'on lui interdit cette liberté, et donc le masochiste, qu'est-ce qu'il fait ? Eh bien, il a le comportement d'une personne qui prend plaisir à se faire du mal, comme s'il se punissait en permanence d'avoir commis une faute grave. On recherche de la douleur, on recherche à se punir, on recherche à s'interdire de vivre certaines choses en réaction à une vision de nous-mêmes qui semble être vraiment réductrice. Et c'est un peu comme dans la religion, on dit « je ne suis pas digne ». Tout le monde est digne, déjà, de départ. Donc c'est une aberration que de sortir cette ânerie dans le Notre Père. Pour info, quand on lit le Notre Père directement traduit de l'araméen, c'est pas du tout ça qui est transmis, bien au contraire. Donc cette traduction qui a été faite par l'Église catholique traduit très mal le message d'origine dans le seul but d'humilier et de rabaisser tous les êtres humains pour se sentir inférieurs à Dieu. Alors il y a un petit point important quand même à signaler, c'est que toutes les blessures, qu'on soit dans le rejet, la trahison, l'injustice ou l'abandon, on peut ressentir la honte, parce qu'elle va découler de cette blessure. Mais la blessure d'humiliation et le masochiste va la ressentir bien plus intensément à travers cette blessure-là qu'à travers les 4 autres, où c'est plutôt un corollaire ou pas une compensation, ça va être plutôt une conséquence de cette blessure de départ, mais dans la blessure d'humiliation, c'est vraiment celle qui découle en tout premier. Cette présence de la religion est importante dans la blessure d'humiliation parce qu'on peut avoir vraiment cette sensation qu'on est jugé par quelqu'un qu'on va considérer comme étant supérieur. Donc, étant enfant, ça peut être les parents, mais après, ça peut être ce qu'on va considérer comme étant Dieu, ou Allah, ou Bouddha, ou n'importe qui, peu importe comment on l'appelle. Et il y a ce sentiment de vouloir être suffisamment digne. Après, c'est 2000 ans d'histoire où on nous explique qu'on doit se flageller et se martyriser pour être suffisamment digne. Donc ça fait aussi partie de notre construction en Europe, même si on n'est pas forcément catholique, on n'est pas forcément pratiquant. Dans l'éducation européenne globale, ce message-là est transmis. Il faut se flageller, il faut se martyriser, il faut être pauvre, il faut souffrir pour pouvoir être digne. Il n'y a pas de notion de dignité. Or, c'est justement ici cette blessure d'humiliation où il faut s'humilier finalement pour être digne. Il faut travailler notamment aussi tout le rapport à la spiritualité et à la religion. C'est pour ça que c'est très intéressant de la travailler. Mais comme je le répète, elle est une des plus difficiles à déceler. Quand on porte ce masque de masochiste, il y a tout un souci en lien avec le plaisir du corps, que ce soit le plaisir de manger, le plaisir d'être massé, le plaisir de la sexualité. Il y a quelque chose qui interdit. On peut le vivre, mais avec un grand sentiment de honte. On refoule les pulsions, parce que justement, les pulsions, c'est malsain. On ne peut pas avoir envie. Ça ne peut pas exister avec un masque de masochiste. Tout ce qui est relié aux blessures à la sexualité, à la découverte de la sexualité, à l'adolescence ou à tout ce qu'on peut vivre d'humiliant à travers ça. On peut s'interdire aussi de parler. On ne peut pas dire les choses, on ne peut pas s'exprimer et on va être dans la retenue perpétuelle. Il n'y a pas vraiment d'écoute de besoin dans la blessure d'humiliation. On sait qu'on en a, mais on ne va pas les reconnaître. Tout ça parce que
il y a une forme de sacrifice et une forme d'indignité. Je ne peux pas écouter mes besoins. Je ne suis pas digne de ça. Je vais passer après tout le monde, je vais me sacrifier, je vais être au service de peut-être toute ma famille, ou en tout cas moi, je ne le mérite pas. On peut se sentir dégoûté de soi-même. On peut se tâcher d'ailleurs très souvent quand on a cette blessure d'humiliation, comme si c'était un mécanisme inconscient. Quand on cuisine ou quand on mange, par exemple. Alors, cette blessure crée évidemment des douleurs très importantes et une des compensations de la blessure d'humiliation, c'est la nourriture, se gaver pour se protéger, pour se remplir de quelque chose qui vient donner l'illusion d'être enrobé d'une protection. Mais la culpabilité, évidemment, et la honte de cela vont créer un cercle vicieux duquel ça va être très difficile de sortir. Et puis, il y a un poids qui peut s'installer. Alors, attention, évidemment, je le répète dans chaque podcast, il ne faut pas focaliser sur le descriptif physique qui se trouve dans le livre. Pourquoi ? Parce que le descriptif qui est donné est celui du type pur. Donc dans le cas ici de la blessure d'humiliation, c'est plutôt un physique assez rond, parce qu'on mange beaucoup, il y a se remplir, il y a quelque chose de grossir pour se protéger. Mais on peut très bien souffrir de blessures d'humiliation et être tout sec et tout mince. Pourquoi ? Parce que comme toutes les blessures se superposent en couches d'oignon, le physique qui est donné ici n'est que valable que si vous n'avez que cette blessure-là. Or, personne n'a qu'une seule blessure. Nous les avons toutes, du moins toutes les 4. Et l'humiliation n'est pas présente chez tout le monde. Mais donc le physique, il ne faut pas se rattacher à ça et pas se dire « Tiens, moi je ne ressens pas ça, donc je ne l'ai pas ». Non, pas du tout. Au contraire, il faut bien descendre dedans pour aller écouter ces sensations lorsqu'on à l'écoute du podcast ou en relisant le bouquin, d'aller sentir ce que ça fait à l'intérieur de vous. Il y a quelque chose aussi chez le masochiste qui va toujours se contenter de petites choses. Je ne peux pas voir grand. Je ne peux pas voir des belles choses pour moi. Je ne le mérite pas. Donc le mot petit peut être assez présent dans le vocabulaire d'une personne qui souffre de la blessure d'humiliation. Les mots digne, indigne, petit, gros, cochon, sale, mépris, enfin, ce sont des choses qui peuvent être assez bien présentes dans cette personne qui souffre de la blessure d'humiliation avec le masque de masochiste. Alors Lise Bourbeau fait une comparaison intéressante entre honte et culpabilité. Et je trouve intéressant de vous le partager parce que comme elle l'écrit, je vais vraiment lire la partie du texte qui s'y réfère parce que je trouve que c'est difficile de l'exprimer mieux que ce qu'elle ne met. On se sent coupable lorsqu'on juge comme étant mal ce qu'on a fait ou pas fait. Et nous avons honte quand nous considérons comme pas correct face à ce que nous venons de faire. L'opposé de la honte, c'est la fierté. Et dès qu'une personne n'est pas fière d'elle-même, elle a honte, elle s'accuse et elle est portée à vouloir se cacher. Une personne peut se sentir coupable sans avoir honte, mais elle ne peut avoir honte sans se sentir coupable. Je pense qu'il faudra le réécouter plusieurs fois, mais c'est très puissant et très intéressant. Je rappellerai encore ici que la blessure et le masque de masochiste qui est lié à cette blessure d'humiliation est vraiment la plus difficile à reconnaître. Et donc, à l'écoute de ce podcast, si seules quelques petites choses rentrent en résonance, ne forcez pas, allez-y en douceur, c'est vraiment la chose la plus importante à faire. Donnez-vous le temps de laisser remonter cette blessure et c'est quand on en prend pleinement conscience et quand elle remonte vraiment à la surface qu'on est en mesure de la travailler. Faut pas aller au forcing parce que ces blessures-là, elles sont difficiles à travailler si on n'en prend pas conscience
si on ne prend pas conscience de tous les tenants et les aboutissants et qu'on n'est pas prêt à les creuser. Faut vraiment pas aller au forcing. Faut la travailler quand vous sentez que c'est prêt et quand vous prenez parfois une claque en relisant ou en écoutant le podcast et « Oh mon Dieu, je suis là-dedans ». Eh bien, bienvenue. Bienvenue à vous-même, bienvenue à vos blessures. Beaucoup de douceur et d'enveloppement doux avec vous-même parce que c'est important d'être conciliant avec soi-même pour pouvoir le travailler. On n'est pas obligé de se marteler et de se flageller. Le masochiste le fait déjà assez, on ne va pas en mettre une couche ici. Dans la blessure du masochiste, c'est aussi cette notion parfois de sacrifice et de vouloir tout faire pour faire plaisir aux autres. On va accepter des contraintes, on va accepter des obligations, on va accepter de ne pas écouter ses propres besoins pour satisfaire les besoins de son conjoint ou de ses enfants. Et puis, on va se retrouver dans une situation où c'est tout bonnement insupportable, mais c'est parce qu'on ne sait pas écouter et donc on prend en charge des choses qui, au départ, sont déjà injustes par rapport à nos propres besoins et à nos propres écoutes. On va souvent remarquer aussi chez une personne qui a la blessure d'humiliation que c'est quelqu'un qui est très dévoué, qui est toujours au service des autres, qui est toujours prêt à rendre un coup de main, à faire énormément de choses pour ses proches, mais de souffrir d'un besoin de non-reconnaissance. Le masochiste va avoir tendance à accomplir énormément de choses pour les autres, en se rabaissant, en s'humiliant et surtout en faisant sentir aux autres que sans moi, vous ne pourriez pas vous en sortir. Donc il y a une forme d'humiliation supplémentaire qu'on va imposer à nos proches parce qu'on en fait tellement, c'est pour faire comprendre à l'autre, mais sans moi, vous n'y arriverez pas, vous n'êtes pas capable. Et donc c'est un cercle vicieux qui s'auto-alimente de lui-même en étant tout le temps dans le sacrifice de soi-même et pour que l'autre se rende compte que on est super important. Mais la première personne qui doit se rendre compte qu'on est important, c'est soi vis-à-vis de soi. Chez la personne qui souffre de la blessure d'humiliation, il y a beaucoup de contrôle parce qu'il faut contrôler l'image. L'image et ce qu'on projette sur l'autre va être hyper important. Il faut surtout qu'extérieurement, on soit impeccable. Il ne peut pas y avoir le moindre espace de doute ou le moindre espace de faille, parce qu'on pourra avoir honte de cette faille. Et donc, on peut contrôler très fort les enfants dans la manière dont ils s'habillent, dans la manière dont ils s'expriment, dans la manière dont ils se comportent à l'extérieur, et faire de même soi-même, se contrôler en permanence pour surtout ne laisser apparaître aucune faille. La moindre faille est une source de honte. Si on reparle ici de la notion de désir, il peut arriver qu'on crée cette honte de désirer quelque chose si par exemple durant l'enfance ou l'adolescence, les parents avec qui on grandit ont des difficultés financières et qui se privent peut-être, nos parents, pour nous permettre d'avoir un strict minimum. Et donc, un enfant peut éteindre ses propres désirs parce qu'il est conscient du sacrifice de ses parents et donc il va sacrifier ses propres désirs jusqu'à les éteindre complètement et ne plus pouvoir ressentir le moindre désir parce qu'il est loyal. C'est toujours cette blessure, ce mécanisme fondamental dans le transgénérationnel. On est toujours loyal face au système et face au clan. Et donc on va interdire son propre désir pour être loyal vis-à-vis de ses parents. Et donc ça c'est une source importante de reconnaissance de cette blessure. Le masochiste peut avoir une hypersensibilité et une hypersusceptibilité, donc la moindre petite remarque va le sentir vraiment humilié, alors que ça peut être de l'humour ou ça peut être juste une observation, mais celui qui va souffrir de cette blessure, ça va vraiment comme une plaie qui s'ouvre, qui devient une plaie béante. Le masochiste peut aussi avoir un comportement d'humour, mais d'autodérision qui peut aller très loin, où il se moque de lui-même, mais de manière forte et extrême, simplement pour finalement contrecarrer ou court-circuiter une éventuelle remarque qui pourrait venir de l'extérieur. Non, je rigole de moi-même, donc je m'humilie moi-même pour
me sentir finalement comme je me sens à l'intérieur. Une personne qui souffre de cette blessure a aussi une sensation d'être coupable de tout et de rien. Donc tout ce qui arrive d'un petit peu compliqué avec ses proches, dans une situation avec ses collègues, avec sa famille, avec ses amis, eh bien à la moindre situation, il va prendre tout sur lui. C'est lui qui se sent coupable et c'est lui qui est responsable de la situation. Et ça va jusqu'à cet extrême où on s'auto-flagelle, même pour des choses dont on n'est absolument pas ni responsable ni coupable. Et donc il y a ce sentiment d'être impuissant parfois face à des situations. Et donc on prend la responsabilité, comme ça on se sent finalement exister en se disant, voilà, je suis coupable, je suis responsable et donc je vais prendre en charge sur moi. C'est comme si on emmagasinait tous les problèmes de toutes les personnes environnantes sur son petit dos. Donc on se charge de plein de choses qui ne nous appartiennent pas. Donc c'est un poids intérieur, donc on peut prendre beaucoup de poids, mais c'est aussi un poids que l'on porte sur son dos. Ça peut être des gros problèmes de dos aussi, mais c'est vraiment des choses que l'on prend sur soi et qui n'appartiennent vraiment pas du tout à notre histoire. La principale peur qui découle de cette blessure, c'est la liberté. On a peur d'être libre et donc on va se contraindre et se sacrifier pour faire plein d'autres choses. En fait, c'est ce qu'on attend. On espère être libre, c'est quelque chose qui est très important quand on a cette blessure, mais en même temps, on s'auto-sabote en faisant en sorte de ne l'être jamais. C'est-à-dire que je suis tout le temps au sacrifice pour les autres, je suis tout le temps en train de m'occuper des autres, je suis tout le temps en train de prendre en charge les problèmes des autres, et donc je ne suis jamais libre, parce qu'il y a une peur de cette liberté. Qu'est-ce que je vais faire de cette liberté ? Je risquerais bien de faire quelque chose qui n'est pas correct, et donc je m'empêche d'être libre, et je m'auto-punis, et c'est de nouveau un cercle vicieux. Il y a bien entendu encore d'autres points très importants qui sont reliés à cette blessure. Je terminerai simplement en ajoutant ici qu'il y a une peur de demander de l'aide, il y a une peur de demander un coup de main qui est récurrente avec cette blessure parce que on a du mal à communiquer et on préfère prendre en charge tout soi-même que de demander un petit coup de main de la part de ses enfants, de son mari, de son épouse ou de ses collègues. On prend en charge beaucoup plus que ce qu'on ne devrait en réalité porter. Alors au niveau physique, il y a les maux de dos, c'est tout ce qu'on porte évidemment, c'est absolument évident. Il y a la prise de poids, il y a les problèmes de foie, se faire de la bile pour les autres, puisqu'on prend tout à sa guise. Les problèmes de peau avec de la démangeaison, ça me démange, j'ai envie d'eux, mais quand ça démange, on a envie mais on ne se l'autorise pas. De l'hypoglycémie, puisque on ne s'autorise pas des petites douceurs, des petits moments de plaisir, des petits moments qui font du bien. Et donc, dans tous ces détails, j'espère que ça vous aura un petit peu éclairé sur cette blessure qui, je rappelle, n'est pas présente chez tout le monde, mais est très profondément inscrite et enfoncée sous les couches probablement des autres, et donc il est parfois très difficile de la faire remonter. C'est parfois une des blessures qui va venir après le travail de toutes les autres, parce que la honte qui est chevillée au corps de cette blessure d'humiliation est parfois très difficilement envisageable de le regarder droit dans les yeux. Donc on va tout faire pour ne pas laisser remonter cette blessure. Donc s'il y a des petites choses qui vous évoquent des blessures de votre quotidien, laissez-vous le temps, relisez, réécoutez, prenez le temps et surtout soyez très indulgents envers vous-même. Nous avons tous ces blessures à l'intérieur de nous et surtout ceux qui vous diront qu'ils les ont toutes travaillées et que c'est réglé, c'est totalement faux. On ne s'en débarrasse jamais totalement, on enlève couche par couche et bien souvent elles peuvent être inactives pendant un bon moment, mais elles sont toujours là. Et le but n'est pas de s'en débarrasser, mais de faire en sorte qu'on puisse enlever les masques au fur et à mesure et se sentir de mieux en mieux. Et parfois, on se rend compte, après quelques années, qu'il y a quelque chose qui
pourrait venir éveiller une blessure et qu'on y réagit beaucoup mieux. Et donc, voilà, ça c'était la blessure d'humiliation avec son masque de masochiste et cette honte qui est chevillée au corps. Prenez grand soin de vous, prenez le temps de décanter tout cela. Il y a encore tant de choses à dire sur ces blessures, mais je tiens à ce que ces podcasts ne soient pas trop longs pour qu'ils restent facilement accessibles à tout un chacun. Alors prenez soin de vous, je le répète encore et encore, mais personne d'autre ne le fera à votre place. Alors, à bientôt!